bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour venir me voir parler de multi-cloud et de sécurité. J'espère qu'il vous reste un petit peu d'énergie. Je sais qu'on est le vendredi après-midi, là, ça fait 2 jours qu'on est en conf, tout le monde commence à être un petit peu à plat, mais si vous êtes fatigué, là, il y a la team Whiskel devant qui peut vous mettre un peu d'ambiance. Merci. Donc, multi-cloud et Vault, c'est 2 sujets qui ne parlent pas forcément à tout le monde. Je ne sais pas si dans la salle, déjà, il y en a qui connaissent un petit peu le produit HashiCorp Vault. Il y en a pas mal. Et s'il y en a qui l'utilisent aujourd'hui en production, il y en a quand même beaucoup moins. Donc mon but aujourd'hui, ça va être de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec HashiCorp Vault dans un contexte multi-cloud, et plus précisément, je vais prendre l'axe de la CI/CD, du delivery, pour traiter un petit peu le sujet. Mais je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Vincent Poilvert, je suis Cloud Builder chez WeScale Nantes. Donc, vous pouvez me retrouver sur le blog WeScale, je publie quelques articles, et sur Twitter. Je travaille principalement sur AWS, et puis autour des technologies HashiCorp, en particulier Vault et Terraform. Et je suis membre également du CNCF Meetup Nantes. On va essayer de se relancer, là on n'a pas été très actif avec tout ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, mais on cherche des speakers et on cherche des salles. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir. Et WeScale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 50 passionnés de cloud qui accompagnent leurs clients autour de leurs problématiques pour les accompagner, pour développer des applications et des infrastructures cloud native. Donc on est une cinquantaine, on est basé à Paris, à Nantes, et également on a une agence en full remote depuis quelques temps. Et on va accompagner nos clients sur du conseil, sur de la réalisation, mais également sur tout un axe formation. Donc ça fait vraiment partie du cœur de ce qu'on fait chez WeScale. Moi-même, je suis formateur sur HashiCorp Vault, vous ne serez pas surpris, parce que dans le cadre de notre partenariat avec HashiCorp, en fait, on dispense les formations officielles de Vault, et on dispense également des formations sur AWS, sur Docker, Kubernetes, Terraform, et autour de la sécurité, on a le DevSecOps. Puis on a agréé Datadog et Calliope, si vous voulez de l'accompagnement, c'est pas mal. Et donc, le multi-cloud. Je vais commencer par cette définition. En fait, je vais commencer par vous donner ma définition du multi-cloud pour qu'on utilise le même vocabulaire. Et pour ça, je vais partir sur cette citation que j'ai trouvée sur le site de Cloudflare, qui dit que la plupart des business qui vont vers le cloud vont terminer avec une sorte de déploiement multi-cloud. Donc ça peut paraître étonnant comme citation, parce que souvent quand on pense à multi-cloud, on va penser à des sociétés qui vont déployer la même infrastructure sur 2 cloud providers différents. Par exemple, déployer le même projet sur GCP et sur AWS pour des questions de résilience. Mais ce n'est pas la définition que je vais utiliser aujourd'hui. En fait, si je vous montre un petit peu toutes ces icônes, quand on pense cloud provider, on pense souvent aux principaux, AWS, Scaleway, Azure, Google Cloud. Mais en fait, je vais prendre une définition beaucoup plus large du cloud dans laquelle je vais intégrer les services providers. Parce qu'en fait, on va également utiliser des services de Cloudflare, par exemple, pour un CDN. C'est du SaaS, je considère que c'est un service cloud. On va utiliser, côté paiement, c'est rare d'avoir sa propre stack de paiement. Donc souvent, on va partir sur des solutions comme Stripe. Et donc, c'est des solutions que je vais intégrer dans ma définition du multi-cloud parce qu'on va chercher à sécuriser l'accès également à ces outils. Ce n'est pas parce qu'ils sont en mode SaaS qu'on va faire n'importe quoi au niveau de notre sécurité. Donc ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous, c'est cette définition. Une autre chose importante, c'est qu'on a vu ces dernières années, avec l'adoption du cloud, une grande évolution au niveau de la façon dont on va concevoir et gérer des infrastructures informatiques, historiquement et surtout de la façon dont on va les sécuriser. Historiquement, on avait une infrastructure très statique, traditionnellement nos propres data centers ou ceux de notre hébergeur, qui étaient vraiment figés dans le marbre. On a nos machines, on maîtrise nos réseaux, on va fermer tout ça, on va mettre en place des pare-feux, on va mettre en place des proxys. En fait, on va essayer de construire un espèce de château fort assez énorme, avec des DMZ, un peu de ségrégation réseau. Par contre, ce qui va se passer dans le réseau, c'est pas sécurisé en général.
On va pas trop se concentrer dessus, on part du principe que si on a réussi à bien fermer le tour, ça devrait bien se passer. Ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas dans un monde de cloud. Vous partez sur AWS, vos machines, vous ne les déployez pas dans votre réseau. Certes, vous créez un VPC, mais tous les accès, vous les faites via des API qui sont chez AWS. Et donc ça, on va chercher à sécuriser l'accès à ces API. Si vous intégrez du Stripe, il sera en dehors de votre réseau. Donc là, pareil, on va vouloir mettre de la sécurité, mais on ne pourra pas le faire avec des méthodes traditionnelles comme des pare-feux ou des bastions. Et le troisième constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, la CI/CD, l'automatisation, c'est des choses chez WeScale qu'on évangélise depuis notre création et qui sont répandues un petit peu chez toutes les fonctions en fait, dans les DSI. La CI/CD, ça va être utilisé par les développeurs pour tester leur application, pour la builder, pour la déployer en production. Ça va être également utilisé par les teams d'Ops pour déployer pareil, les applications en production, pour déployer leur stack de monitoring, pour faire de la maintenance, etc. Et enfin, ça va être utilisé par les équipes de sécurité pour faire des scans de sécurité, c'est pratique. On l'a vu ce matin avec la conférence de Tanguy et Ismaël sur la gouvernance dans le cloud. On va essayer de passer aussi sur du GitOps pour gérer notre gouvernance, notre sécurité. Donc on va venir utiliser la CI/CD pour faire ça. Mais le problème, c'est que toutes ces équipes qui vont se servir de la CI/CD, elles ont des niveaux de maturité en termes de sécurité qui vont être très variables. Et souvent, ce qu'on va trouver au final comme résultat, ça va être une CI/CD qui est pleine de secrets. Les classiques, ça va être les secrets statiques avec des très hauts niveaux de privilèges qui sont en dur dans la CI. Donc toute personne qui peut exécuter un job sur GitLab aura des accès admin en fait, sur AWS. Ça, c'est des choses qu'on trouve assez couramment. On va trouver des fois des mots de passe qui vont être partagés. Un exemple typique, c'est la base de données de prod. Les développeurs ont besoin d'y accéder des fois pour débugger, pour résoudre des problèmes. Et le problème, c'est que tout le monde utilise le même login mot de passe et que quand quelqu'un change d'équipe, on ne peut pas lui révoquer ses accès parce qu'en fait, on risque de casser la prod. Le pire qui peut arriver, c'est des mots de passe qui sont committés directement dans Git en plein texte. Ça, c'est vraiment... Et encore pire sur des repos publics. Et la dernière chose, une autre chose qui peut arriver sur une CI/CD, c'est des valeurs sensibles des tokens qui vont être affichés dans les logs de notre CI/CD et du coup qui vont être stockés en clair derrière dans ces logs. Donc par exemple, si on a des access keys d'admin AWS dans GitLab et que par erreur elles apparaissent dans un log, ça y est, elles se retrouvent stockées en clair dans un endroit qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et donc c'est là que HashiCorp Vault va pouvoir nous aider pour venir sécuriser l'accès à tous ces secrets pour les différentes équipes. Pour ça, on va voir un petit peu 6 points autour de HashiCorp Vault. Le premier, ça va être d'utiliser en fait des identités de confiance pour se connecter à GitLab, pour se connecter à Vault, pardon. On ne va pas se baser uniquement sur un adressage réseau, sur un login mot de passe, on va vraiment utiliser une identité de confiance, donc en mode Zero Trust. On va privilégier l'utilisation des secrets dynamiques, plutôt que d'avoir des secrets, des access keys, secret keys, qui vont être statiques et qui vont être les mêmes pendant 2, 3, 4 ans. On va essayer d'utiliser des secrets qui vont avoir une durée de vie très courte. Comme ça, même s'ils leak, parce que ça arrivera, si au bout de 24 heures ils sont expirés, ça réduit l'impact en fait, d'un leak. Le troisième point, ça va être l'utilisation de secrets statiques. Ça, c'est dans le cas où on ne peut pas utiliser de secrets dynamiques pour certains use cases. Dans ce cas-là, le fallback, ça sera de faire du secret statique. On va implémenter le principe de moindre privilège. Ce n'est pas parce qu'on a accès à Vault qu'on va avoir accès à tous les secrets. On va essayer de limiter un petit peu les secrets auxquels chaque personne doit avoir accès, et on va le limiter à ce que cette personne ou cette machine est censée pouvoir faire, mais rien de plus. Et derrière, une fois qu'on a sécurisé l'accès au secret, on met en place de l'audit, toujours avec Vault, pour détecter en fait, des activités qui vont être anormales, pour vérifier que tout se passe bien. Et si jamais on détecte un secret qui a été utilisé par un attaquant, par quelqu'un qui l'a volé, on va pouvoir utiliser Vault pour révoquer des accès
de manière très rapide et très simple. Et pour présenter tout ça, je vais utiliser un use case. Donc pour rappel, on est dans un contexte multi-cloud. Donc je prends l'exemple d'une entreprise qui est en train de migrer vers AWS, mais qui a encore son API de back-end qu'on trouve ici, qui est dans un data center on-premise qui contrôle. Le GitLab, il est au même endroit. Et le front-end a été déployé sur EKS, donc sur le Service Manager Kubernetes d'AWS. Et pour exposer cette API et ce front-end, ils utilisent Cloudflare comme CDN. Et donc ce qu'on va vouloir, ça va être déployer ces trois composants applicatifs, le back-end, le front-end et Cloudflare, depuis GitLab. On va avoir un pipeline qui va ressembler à ça. Le back-end, on est sur des machines Linux classiques, donc on va utiliser Ansible pour le déployer. Pour le front-end, on va utiliser kubectl tout simplement. Et pour Cloudflare, on va utiliser le provider Terraform Cloudflare qui est mis à disposition. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas précisé, mais une difficulté qu'on peut avoir dans la CI/CD, c'est qu'on a énormément d'outils. Maintenant, on a une très grande variété d'outils, et on va vouloir être capable de sécuriser l'accès depuis tous ces outils, et pour pouvoir s'adapter à tous les use cases, à tous les besoins des équipes. Et on va commencer par la première partie. Avant de pouvoir accéder à des secrets, il va falloir qu'on puisse s'authentifier auprès de Vault en utilisant une identité. Pour ça, il y en a plein, des identités. Je vous ai mis le lien. Il y a plein de méthodes d'authentification selon les besoins. Il y en a qui vont être orientées plutôt utilisateurs, comme GitHub. GitHub, c'est pour que des utilisateurs s'authentifient sur Vault. Mais la grande puissance de Vault, c'est aussi de proposer des méthodes d'authentification orientées machine. Donc on va retrouver AWS. Enfin, AWS, ça peut faire les deux. Google Cloud, pareil. Et Kubernetes, on va pouvoir utiliser l'identité d'un pod dans un cluster pour s'authentifier auprès de Vault, par exemple. Et là, dans notre exemple, je vous en montrerai deux, la méthode AppRole et la méthode à base de token JWT et donc de OIDC. Et je commence par la méthode OIDC. Donc là, ça va se passer en plusieurs étapes. Le premier, donc en haut à gauche, on a notre administrateur. On suppose que pareil, on va automatiser la configuration de Vault, mais là, je ne vais pas aller jusque-là. Qui va ajouter, en fait, GitLab peut fonctionner comme un fournisseur d'identité OIDC. Donc on va configurer Vault pour lui dire, OK, tu autorises la connexion depuis les identités qui sont générées par ce serveur GitLab. Donc on va le configurer, je vais vous montrer comment. Et ensuite, quand on a l'instance GitLab qui démarre un job sur un runner, il va générer un token JWT qui est signé, et le runner, dans notre code d'exécution, on va pouvoir envoyer ce token au cluster Vault, qui va interroger GitLab pour demander est-ce que tu peux vérifier la signature de ce token, et s'il est valide, et bien dans ce cas-là, Vault va retourner un token d'authentification Vault, qui pourra être utilisé par le runner pour se connecter à Vault et pour faire des appels API. Donc là, ce qui est important, c'est qu'on utilise vraiment une identité qui est fournie par notre serveur GitLab pour se connecter à Vault. La configuration du provider, comment est-ce que ça se passe? Donc là, c'est une commande Vault. En vrai, on pourrait le faire avec du Terraform. Il y a plein de moyens de configurer Vault. Donc je vais créer un rôle de type JWT. Je spécifie des policies aussi, mais ça, on y reviendra. Ça va être pour limiter les actions qui sont possibles de faire avec ce rôle. Je vais mettre une durée de vie maximum pour ce token. Donc ce job, à cet instant T, peut s'authentifier à Vault et avoir un token qui dure ici 60 secondes, peut-être une minute, peut-être une heure selon les besoins. Mais une fois qu'il est terminé, le token va être révoqué, il ne sera plus utilisable. Et ensuite, on va pouvoir restreindre les projets GitLab qui sont autorisés à générer des tokens et à se connecter à Vault. Donc là, on va mettre l'ID de projet. Et on va spécifier qu'il n'y a que les branches de type master ou main, j'aurais pu mettre à jour, qui ont le droit de s'authentifier auprès de GitLab. Donc il n'y a que quand on va merger sur main pour mettre en production qu'on va pouvoir générer des tokens pour récupérer les secrets de production. Donc ça, c'est une action qui a été faite par notre administrateur. Et ensuite, côté job GitLab, on exporte une variable d'environnement, c'est l'URL de Vault pour pouvoir communiquer avec lui. Et ensuite, je fais la commande Vault write
en lui demandant de me retourner le token. Et je lui dis, je vais m'authentifier avec la méthode JWT, avec le rôle prod pipeline, c'est le nom du rôle que j'ai donné juste avant. Et je précise le token JWT, donc ça c'est une variable qui a été définie par GitLab directement, lorsque le job a démarré. En échange, j'ai la variable Vault token qui va être définie, et derrière je peux faire des commandes Vault. Là encore une fois, j'utilise la CLI Vault, on peut utiliser l'API, on peut utiliser d'autres outils. On peut vraiment l'adapter à ses besoins. La méthode d'authentification suivante, ça va être la méthode AppRole. Donc là, l'AppRole, c'est un petit peu la méthode fallback. GitLab, c'est super, on va pouvoir avoir l'authentification JWT. Dans certains cas, typiquement, si vous êtes sous Jenkins, vous n'aurez pas forcément cette fonctionnalité-là. Et dans ce cas-là, on va utiliser l'authentification AppRole. Donc là, on est sur un niveau d'authentification qui est quand même un petit peu plus faible, mais qui est très bien déjà. Donc on va créer l'AppRole, pareil, première étape de configuration par l'administrateur au niveau du cluster Vault. Ensuite, on vient configurer notre job GitLab avec le role ID et le secret ID. Donc c'est un petit peu comme un login mot de passe qui ont été générés. Et derrière, dans notre pipeline, on va utiliser ce role ID et ce secret ID pour se connecter auprès de Vault. En échange, on obtient un token Vault qui peut nous servir pour la suite. La création de l'AppRole, pareil, je crée un rôle qui s'appelle ici prod pipeline de type AppRole. Le token, alors cette fois j'ai mis une durée de 20 minutes. Le token qui va être retourné par Vault sera valable 20 minutes. Et on retrouve encore la policy qu'on verra un petit peu plus loin. Et là, ce que j'ai mis, c'est le secret ID, on peut lui mettre une durée de vie. C'est-à-dire que le mot de passe généré peut avoir une durée de vie limitée. Et si on fait ça, dans ce cas-là, il faudra mettre en place un processus par exemple, de rotation qu'on peut faire pour régénérer un nouveau secret ID toutes les 24 heures et reconfigurer notre CI automatiquement toutes les 24 heures pour que les secret ID ne deviennent pas des secrets permanents qui ne vont jamais être changés à leur tour. Ensuite, l'administrateur va sauvegarder le role ID et le secret ID dans GitLab. Donc pour ça, je récupère les valeurs. Je les encode en base 64. Ça, c'est une spécificité de GitLab. C'est pour que les variables soient protégées et masquées. En fait, le fait qu'elles soient masquées, ça va empêcher GitLab de... En fait, il va filtrer les logs de sortie et ça va éviter d'avoir la valeur qui sort en clair dans GitLab. Donc ça, c'est une fonctionnalité un petit peu spécifique. Donc je les mets comme variable d'environnement dans mon job. Et ensuite, lorsque le job va s'exécuter, pareil, l'adresse Vault. Et ensuite, j'utilise le role ID et le secret ID qui sont positionnés en variable d'environnement pour m'authentifier auprès de Vault. Et derrière, je peux appeler l'API Vault grâce au token qui a été généré et qui est valide pendant 20 minutes dans cet exemple. Donc là, avec la première étape, on a réussi à s'authentifier auprès de Vault. Maintenant, on va vouloir consommer des secrets. Et pour ça, on va commencer par privilégier les secrets dynamiques, c'est-à-dire des secrets qui vont être générés à la demande et qui vont avoir aussi une durée de vie limitée. C'est comme l'authentification, il y en a plein de sortes. Je vous ai mis le lien ici. Il y en a de différents types. Alors on a le type base de données, pour éviter d'utiliser par exemple. On dit que les développeurs ont le droit de se connecter sur la base de prod pour faire du debug, mais on ne veut pas qu'ils aient des accès permanents. Dans ce cas-là, on leur donne le droit de générer des accès pour une base de données. Et pareil, un accès qui sera valide 2 heures, 4 heures ou une semaine, selon les besoins. Et là, dans l'exemple, on va générer des secrets de type AWS. Ça va être pour déployer notre front-end sur EKS. Et on va également déployer des secrets de type SSH pour se connecter à notre back-end API qu'on déploie avec Ansible. La partie SSH, ça va se passer pareil en plusieurs étapes, toujours une étape de configuration pour commencer. On commence par, en fait, ça va utiliser une fonctionnalité de signature de clé SSH. Par contre, attention, c'est spécifique à OpenSSH. Si vous voulez le mettre en place pour des utilisateurs pour qu'ils puissent générer des clés SSH, s'ils sont sous Windows, ça ne fonctionnera pas avec tout ce qui est solution à base de PuTTY.
Normalement, ça fonctionne avec je crois que les dernières versions de Windows ont un client OpenSSH qui est intégré, donc là, ça devrait fonctionner. Mais avec tout ce qui est à base de PuTTY, ça ne fonctionnera pas. Donc on va générer une autorité de certification côté Vault. On va créer un rôle, encore une fois, qui va nous permettre de signer des clés SSH. Ensuite, l'autorité de certification, sa clé publique, on va l'installer sur notre serveur SSH, sur notre backend API, sur le serveur SSHD. Et enfin, le pipeline GitLab va générer des clés SSH qui va signer via Vault. Et une fois que ces clés seront signées, il sera autorisé à se connecter à l'API de backend. Ce qui est important, c'est que ces clés elles sont signées avec une date limite de durée. Donc si je lance un job pour déployer mon backend API, on dit ce job dure 30 minutes, bah, je génère des clés SSH valides, allez peut-être 1 heure parce que je me donne un petit peu de marge, mais pas plus. Ce qui fait qu'une fois que le job est terminé, l'accès est révoqué, il n'est plus utilisable. La configuration, donc on crée notre autorité de certification, on obtient en échange sa clé publique. La clé privée, elle est stockée dans le backend de stockage de Vault, elle est totalement inaccessible, à moins de faire vraiment du rétro-engineering, d'avoir accès à l'encryption key de Vault si vous avez réussi à la récupérer, etc. C'est quasiment impossible à récupérer, même pour quelqu'un qui a vraiment accès au système. La clé publique, par contre, on y a accès, et donc on va l'enregistrer dans un fichier PEM, pour pouvoir le déployer sur notre serveur. Deuxième étape de configuration de Vault, on crée le rôle qui permet de signer les clés SSH. Ce qui est important, c'est qu'on va préciser les utilisateurs pour lesquels on autorise la signature de clés. Forcément, on n'a pas envie d'autoriser n'importe qui à signer des clés de type root. On va pouvoir, pour le user root, on va pouvoir également limiter les extensions qui sont autorisées lors de la connexion à la machine. On spécifie le default user et le TTL. Donc là, j'ai mis 5 minutes, un TTL qui est vraiment très court. Cette clé SSH, on va l'installer sur notre serveur backend. Pour ça, c'est juste une ligne de configuration. Enfin, il faut déployer le fichier PEM. Et ensuite, on va configurer le serveur SSHD pour dire tu autoriseras toutes les connexions qui sont faites avec des clés SSH qui sont signées par cette autorité, puisque j'ai confiance en ces clés SSH. Et ensuite, côté GitLab, dans notre job, ça va être assez simple. On génère une paire de clés SSH, on fait un appel à Vault, on lui envoie notre clé publique, il nous renvoie une clé publique qui a été signée par Vault. Et derrière, dans Ansible, alors dans l'inventaire Ansible, il y a une petite configuration à faire pour lui dire de bien utiliser la clé signée pour se connecter, mais on va pouvoir exécuter notre playbook sans problème. Et on peut faire une petite vérification. La clé SSH qui a été signée, on voit qu'elle a une durée de validité uniquement pour les quelques minutes en fait, que j'ai précisé. Et on voit qu'il y a le principal Ubuntu qui est indiqué, donc on ne peut pas se connecter en route avec cette clé. Et si jamais quelqu'un qui met la main dessus et qui voudrait s'en servir pour accéder au serveur de prod, il a 5 minutes pour le faire, et ensuite il va perdre l'accès au système. Maintenant, le cas d'AWS. Là, AWS, ce qui est bien, c'est que c'est un cloud provider, donc il fournit déjà des API qui vont permettre de générer des credentials dynamiques, qui ont une durée de vie limitée. Vault, en fait, il va juste faire le passe-plat et le contrôle d'accès entre votre pipeline GitLab et votre API AWS STS. Donc là, la première étape sera de créer un rôle côté AWS. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer parce que c'est spécifique au cloud provider. Et ensuite, on va configurer Vault pour qu'il puisse assumer ce rôle. Donc pour ça, il aura besoin lui-même d'avoir des accès à AWS. Et lorsque le pipeline va vouloir récupérer des credentials, il va faire un appel d'API à Vault, qui va appeler l'API STS pour générer des access keys, secret keys temporaires. Et ensuite, on peut se servir de ces accès pour faire notre kubectl apply. La configuration du rôle, c'est pareil, on spécifie une durée de vie, on spécifie le rôle AWS, son ARN, en fait son identifiant unique, celui qui va devoir être assumé, et on met type assume rôle, donc là l'action d'administration. Et derrière, côté job GitLab, on fait un appel
à Vault qui nous retourne une réponse d'API AWS STS. Et derrière, on exporte. Alors là, j'utilise JQ parce que je récupère le résultat en JSON. Et j'utilise JQ pour parser le résultat et pour pouvoir derrière, exporter ces access keys, secret keys, qui me servent derrière à configurer mon kubectl en local avec ses identifiants. Et puis derrière, je peux faire mon kubectl sur mon front-end. Et pareil, si quelqu'un met la main sur l'access key, secret key, en fait, elle est valide que pendant une courte durée, donc ça ne sera pas utilisable longtemps dans le temps. Donc on l'a vu, l'idéal, c'est d'utiliser des secrets dynamiques. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible. On peut avoir des systèmes legacy, on peut avoir des providers qui ne supportent pas, qui ne fournissent pas d'API qui permettent de générer des credentials dynamiques. Et dans ce cas, la méthode fallback, ça va être d'utiliser Vault comme un coffre-fort dans lequel on va venir stocker nos secrets de manière chiffrée. Et dans notre exemple, on va l'utiliser pour Cloudflare. Cloudflare, on va créer des tokens d'API. Par contre, il n'y a pas moyen d'avoir de secret dynamique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un token d'API. Là, dans cet exemple, j'utilise une lambda. C'est pour pouvoir faire une rotation quand même manuelle. On peut écrire un petit bout de code qui va en fait régénérer des tokens régulièrement et les réenregistrer dans Vault. Ce token, il est stocké de manière chiffrée dans le backend de stockage de Vault. Et derrière, mon pipeline GitLab peut se connecter à Vault pour récupérer la valeur déchiffrée du secret. La configuration, ça ressemble en fait à celle qu'on a déjà vue. Je vais faire un put, donc là le secret je l'ai généré côté Cloudflare. Je fais un put du secret dans Vault, donc il est stocké, on peut stocker des valeurs arbitraires de JSON selon nos besoins, on peut faire plein de choses. On voit qu'il y a du versionning aussi, donc si jamais je le modifie et qu'en fait j'ai un problème, je peux revenir à la version antérieure. Et la ligne destroyed, c'est parce qu'on va pouvoir autoriser par exemple quelqu'un à supprimer des secrets, mais pas à les détruire totalement. Ce qui permet pareil de faire des rollbacks et d'éviter de perdre des secrets. Donc l'administrateur, ou dans cet exemple ma lambda, a généré un token d'API Cloudflare et l'a enregistré. Et ensuite, côté GitLab, donc on a déjà un token Vault, on s'est déjà authentifié. Et on va pouvoir utiliser ce token pour ensuite faire un Terraform apply et appliquer notre configuration Cloudflare. Donc là, c'est vrai que je ne l'ai pas surligné, mais j'en fais juste un key value get pour récupérer le champ. Et pareil, là, je fais de la CLI. On peut le faire via Ansible, on peut le faire vraiment via plein d'outils. C'est une API qui est fournie par Vault. Donc maintenant qu'on a réussi à générer des secrets dynamiques, à utiliser des secrets statiques, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable, avec une identité qui est trustée, de récupérer des secrets. Par contre, ce qu'on ne veut pas, c'est que tous les pipelines puissent récupérer tous les secrets de Vault. On va pouvoir limiter un petit peu ce qui va pouvoir être fait. Et en fait, ce qui est important, c'est que par défaut, dans Vault, on est sur du denied by default. Il y a quelques endpoints d'API vraiment spécifiques qui vont être ouverts à toutes les personnes authentifiées. Mais sinon, l'accès au secret, il faudra être explicitement autorisé pour pouvoir faire une action dessus. Et cette autorisation, on va la configurer avec des policies Vault. Si j'arrive à passer à la suite. OK. Donc la création de la policy, ça va se faire avec cette syntaxe-là. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusque-là, toutes les commandes que j'ai fait Vault de configuration, j'avais un chemin. En fait, ça se manipule un petit peu comme un système de fichiers ou comme des endpoints d'API. Et en fait, pour les autorisations, pour les policy Vault, on va autoriser à faire certaines actions sur les chemins correspondants. Donc là, dans le premier exemple, pour autoriser la signature de clé SSH, pour pouvoir se connecter avec Ansible, j'autorise sur le chemin SSH signer sign prod backend, donc pour le rôle de production uniquement, j'autorise create, read et update. Donc ça va m'autoriser à signer des clés SSH pour me connecter sur les serveurs de prod. Donc voilà, j'ai l'exemple en dessous et on retrouve le chemin, l'action correspondante.
Ensuite, on va vouloir autoriser la génération de credentials AWS, donc pour se connecter à EKS, donc pareil que pour la prod. Et donc là, pareil, j'autorise le create, read, update sur cette URL-là. Et le troisième exemple, je pense que vous l'aurez deviné, on va vouloir récupérer le secret de CloudFront. Là, il y a juste une petite différence, c'est que alors là, je mets dans l'exemple un vault read sur cette URL, c'est qu'avec le versionning, en fait, il y a deux méthodes d'accès au secret, et donc il faut bien mettre la bonne URL quand on configure sa policy. Donc ça fait partie des choses avec lesquelles on galère un petit peu au début et puis qu'on finit par comprendre. C'est que là, en fait, il y a un /data qui vient apparaître en plus, parce qu'on va autoriser une action sur les données du secret, pas sur ces métadonnées qui sont liées au versionning. Donc il y a une petite spécificité. Après, pour tous ces détails, il n'y a pas de miracle, il faut regarder la log vault. Vous avez dans tous les endpoints d'API, normalement, vous avez les différentes capabilities, en fait, les différentes actions que vous allez pouvoir autoriser. Ça sera toujours du read, create, update, delete. Et vous saurez, en fait, pour chaque endpoint d'API, il faut quand même vérifier à quoi ça correspond réellement, parce qu'on a plein de back-ends de secrets, plein d'URL qui font des choses différentes, donc il faut les vérifier à l'action qui va être réellement faite derrière. Et comment est-ce qu'on merge tout ça? Ça va être lors de la création de notre méthode d'authentification. Donc là, je reprends l'exemple de la prole qu'on a vu au tout début. Quand on le crée, on va spécifier l'ensemble des policies qui vont être rattachées au token créé pour cette identité, ce qui fait que là, j'ai que mon pipeline, prod pipeline, qui va être autorisé à faire ces actions dans Vault, et les autres n'y auront pas le droit. Donc là, Vault, il va vraiment nous servir de passerelle entre une identité trustée, qui peut être GitLab, qui peut être AWS, vers un ensemble de secrets qui peuvent être un petit peu partout, qui peuvent être dynamiques, dans GCP, dans AWS, qui peuvent être statiques. Donc Vault va vraiment faire le pont entre l'identité et ce que vous pouvez faire et tous les secrets auxquels vous allez pouvoir accéder. Et maintenant qu'on a verrouillé les accès, on va vérifier qu'il n'y a pas d'accès non autorisé au niveau de l'API Vault. Et pour ça, on va utiliser la fonctionnalité d'audit. L'audit, ça s'active en une simple commande. On a différents types de sorties pour l'audit. Donc là, j'active un fichier d'audit qui sera, alors je mets .log, mais c'est un fichier qui va être, chaque entrée va être au format JSON. Donc c'est assez pratique pour l'ingérer. Après, on peut envoyer également les données vers un socket directement. Il y a différentes solutions qui existent. Et en fait, dans ce log d'audit, on va retrouver tous les appels qui sont faits à l'API Vault. Chaque requête authentifiée auprès de Vault sera sauvegardée dans ce fichier d'audit et on va pouvoir du coup l'analyser et regarder ce qui se passe sur notre Vault. Ce qui est important à savoir également, c'est que si jamais, par exemple, vous lui demandez d'écrire le fichier d'audit dans un répertoire ou dans un fichier sur lequel Vault n'a pas les droits en écriture, l'API ne sera pas fonctionnelle, puisque Vault refusera de faire la moindre action s'il n'est pas capable de l'auditer. Donc ça, c'est un petit détail aussi à savoir, parce qu'on peut mettre un peu de temps des fois à comprendre ce qui se passe. Et voilà un exemple d'entrée dans ce fichier de log. Donc là, j'ai pris juste un petit extrait. Donc c'est un login app role. On a un utilisateur qui a récupéré son role ID et son secret ID, qui a fait un appel auprès de Vault pour s'authentifier avec. Donc on voit qu'on retrouve la notion de chemin, qui est vraiment centrale dans Vault. Et dans les data, donc les paramètres de la requête, on retrouve le role ID et le secret ID. Par contre, on ne les retrouve pas en clair. Ça serait un petit peu absurde si on s'embête à aller stocker les secrets, à les chiffrer dans un back-end avec une clé de chiffrement, etc., si c'est pour doute affiché en clair dans un log à côté. Donc ce qui se passe, c'est que Vault va, pour chaque secret qui va être enregistré dans les logs, va appliquer une technique de hash pour protéger la valeur. Le problème de ce hash, c'est que si, par exemple, je sais qu'il y a eu des accès non autorisés avec un certain role ID, comment est-ce que je fais pour retrouver les lignes correspondantes? Je vais essayer de trouver les heures, mais si je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé, c'est pas évident. Donc pour faire ça, il y a un endpoint qui est fourni par Vault, donc le sysaudit-hash file. Et donc je vais lui demander, pour cet audit de type file,
est-ce que tu peux me donner le hash pour une valeur que moi je connais déjà? Donc la contrainte, c'est qu'il va falloir connaître la valeur qu'on recherche. On ne peut pas chercher au hasard. Mais par contre, on est capable, pour cette valeur, on va lui demander, OK, pour ce role ID, tu peux me donner le hash de cette valeur que je vais pouvoir rechercher derrière dans l'audit log. Et pour la recherche, bon là je l'ai fait en local pour tester. Bien sûr, ces logs, vous allez les collecter, vous allez les externaliser. On ne va pas les laisser sur la machine, on va les stocker sur Elasticsearch ou avec des solutions comme Loki. Et donc on va pouvoir rechercher la valeur du hash de role ID qu'on a calculé. Et derrière, je fais un peu de JQ pour récupérer la remote adresse. Et j'obtiens toutes les adresses IP qui ont utilisé cette identité pour se connecter à notre serveur Vault. Et je vais pouvoir vérifier qu'il n'y a pas eu d'activité en fait, depuis des IP que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. Et si jamais on découvre une activité qui n'était pas prévue, qui vient par exemple de l'extérieur, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de révoquer les accès. Donc ça, c'est la dernière fonctionnalité qu'on va regarder autour de Vault. Ça va être la possibilité de révoquer très rapidement, dire bah, ce pipeline, cette identité, il y a des choses pas top qui se passent avec, je vais lui révoquer tous ses accès. Et surtout, je veux révoquer tous les credentials dynamiques qui ont été générés par cet utilisateur. Et là, si je prends l'exemple d'AWS, bah, par exemple, alors là, c'est plutôt si on a des accès imprévus à AWS, là, c'est vraiment, on veut tout fermer. Bah, Vault lise revoke avec un préfixe sur AWS. Je tape cette commande, et Vault, ce qu'il va faire, c'est qu'il va invalider tous les secrets dynamiques qu'il a générés pour AWS, et surtout, il va aller faire des appels au niveau de l'API STS pour aller révoquer en fait vraiment tous les tokens AWS, vraiment en mode on ferme tout, quoi. Et on va également pouvoir révoquer tous les tokens Vault qui auraient été générés avec une identité qui a été compromise. Par contre, attention, pour l'authentification, pour les secrets dynamiques de type SSH, ça ne sera pas possible. Parce que là, on est sur un système de signature, on n'a pas de liste de révocation. Donc une fois que vous avez signé une clé SSH, vous ne pouvez pas en fait révoquer, à moins de révoquer carrément l'autorité de certification, si vraiment c'est un incident majeur, vous ne pourrez pas révoquer individuellement une clé SSH signée. En résumé, les 6 points qu'on a vus, c'est que la première chose qu'on va vouloir faire, c'est s'authentifier auprès de Vault en mode Zero Trust en utilisant des identités de confiance. On va privilégier au maximum les secrets dynamiques qui ont une durée de vie très courte. Quand on ne peut pas, on va plutôt fallback sur des secrets statiques avec, si possible, une rotation automatique qu'on peut faire avec des lambdas, avec des scripts selon ce qu'on a à disposition. On suit le principe du moindre privilège. Un pipeline dans notre CI/CD, il doit pouvoir faire uniquement ce qu'il a besoin de faire, accéder uniquement au système auquel il a accédé et pas aux autres. Et enfin, on va auditer nos access logs pour vérifier qu'il n'y a pas d'accès depuis des accès non autorisés au système. Et le point qui manque ici, c'est qu'on va révoquer les accès si jamais le système est compromis. Il y a plein d'autres fonctionnalités dans Vault. Là, j'ai vraiment parlé juste d'un tout petit subset de ce qui est possible. On va trouver le Vault agent là, qui va vous permettre de mettre à disposition les secrets au plus près de vos applicatifs. Donc c'est un agent que vous démarrez sur les machines ou dans un contexte Kubernetes qui va pouvoir se démarrer en mode sidecar auprès d'un pod et pour pouvoir lui mettre à disposition les secrets Vault sans avoir à gérer toute la partie authentification depuis notre applicatif. Alors, en particulier, il y a un mode de templating. Donc même si vous avez des applis legacy ou des applis sur lesquelles vous n'avez pas le temps, pas les moyens de changer le code, c'est pas grave. Vous templatisez son fichier de configuration avec ses secrets et il n'y a pas de souci. Il y a possibilité de faire du déploiement haute disponibilité. Donc là, on va pouvoir déployer plusieurs. Donc j'ai utilisé le mot cluster vault plusieurs fois. C'est parce qu'on peut déployer plusieurs nœuds vault en parallèle qui font partie du même cluster pour la haute dispo. On va pouvoir également gérer une private key infrastructure. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu à générer des certificats, des autorités de certification privées pour leur SI interne. C'est toujours un petit peu compliqué à gérer les certificats,
il y a des demandes à traiter, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec Vault. On va soit importer une autorité qu'on a créée, soit on va en créer une directement. Et derrière, Vault peut venir nous générer des secrets dynamiques. On peut s'en servir un petit peu comme d'un Let's Encrypt en interne. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment pratique. On peut faire du chiffrement de données à la volée. Là, dans l'exemple des secrets statiques, on a stocké les secrets qui étaient chiffrés, mais on peut également lui demander chiffre-moi cette valeur. Par contre, tu me retournes le résultat, tu ne le stockes pas. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Et après, il y a d'autres fonctionnalités qui sont un petit peu plus spécifiques, qui sont vraiment pour des use cases précis, et qui vont être attachés à la version entreprise. On va avoir des fonctionnalités de tokenisation. Donc là, on va demander à Vault de stocker une valeur, et en échange, il nous renvoie une valeur correspondante, mais qui n'a aucun lien mathématique. Ce n'est pas un hash, c'est par exemple, je stocke un numéro de carte bancaire, j'obtiens un blob, une string qui ressemble à rien. Par contre, si je veux récupérer le numéro de carte bancaire, je peux lui renvoyer ce blob, et Vault sera capable de faire la correspondance. Il y a une intégration avec des boîtiers HSM, ça c'est vraiment pour les gros niveaux de sécurité. Si vous avez besoin de vous intégrer à des boîtiers de sécurité physiques, c'est quelque chose qui est possible. Et après, en plus du mode haute dispo, qui doit être par contre dans la même région, si vous voulez faire de la réplication cross-région ou cross-data center, dans ce cas-là, il faut passer sur la version pareil, entreprise de Vault, mais pareil, là c'est des besoins vraiment spécifiques. Mais surtout, ce qui est important, et le message que je voulais faire passer ici, c'est que la sécurité, c'est un process qui est itératif. Là, ce que je dis, c'est ouais, il faut utiliser des secrets dynamiques. On n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément les moyens en fait, de tout changer en même temps. C'est pas grave. Déjà, si vous passez de secrets qui sont gérés un peu à la main, qui sont stockés un petit peu éparpillés partout, déjà vous les centralisez dans Vault, vous bénéficierez de la fonctionnalité d'audit, du contrôle d'accès. Donc c'est déjà quand même un gros pas en avant. Et ensuite, on peut vraiment aller de manière itérative pour sécuriser de mieux en mieux et migrer progressivement vers des secrets dynamiques. Je vous remercie, j'espère que ça a plu, et puis je crois qu'on a un peu de temps pour des questions. Merci Vincent. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions suite à toutes ces informations ? Salut Vincent, j'ai une question par rapport à tous les exemples. En fait, tu dis que tu autorises, authentifies quelqu'un, mais je sais pas, ou je l'ai raté, compris qui était authentifié. C'est le runner, c'est-à-dire une authentification applicative, ou c'est l'utilisateur qui lance le job et le container derrière le pipeline? Ça va être la bonne question, donc je peux revenir, je vais remonter juste le schéma rapidement. Si je reprends, c'était loin. Voilà. Alors, ça va être vraiment ton runner. Ici, j'ai mis GetLive Pipeline, en fait, c'est ton runner. Là, le petit bonhomme, c'est l'administrateur, il va configurer, il va générer le role ID, secret ID, il va les mettre, ce que je montre un petit peu loin, comme variable d'environnement du job, ici. Et ensuite, ton runner, lorsqu'il s'exécute, il va avoir accès à ces variables d'environnement, et c'est lui qui va les utiliser pour s'authentifier. En fait, ce qui va faire le lien entre ton authentification, l'identité de ton utilisateur, parce qu'effectivement, là, j'ai parlé que du pipeline, et je n'ai pas parlé de ce que pouvait faire un utilisateur sur notre infra, parce que le but final, c'est de ne pas permettre à tout le monde d'exécuter du code arbitraire qui peut avoir accès à la production. Et ça va être vraiment ton guide flow qui va configurer ça. Qui a le droit de merger dans master? Donc tu vas protéger ces variables d'environnement, tu vas dire elles sont juste accessibles pour cette branche et pas pour toutes. Et donc c'est vraiment au niveau de ton guide flow que tu vas venir configurer cette partie de sécurité-là. D'autres questions? C'est pas pratique ta place. Salut Vincent. Il me semble sur les tokens JWT qui sont fournis sur GitLab, on a accès à l'identité de la personne. Et est-ce qu'on peut s'en servir pour justement communiquer avec Vault et faire une règle de telle et telle personne plutôt que la branche? Bonne question.
Je pense que oui. Ref type. Il faudrait vérifier parce qu'effectivement, dans le token qu'on récupère, on va avoir plein de claims qui vont être spécifiés. Je sais plus là comme ça si on peut utiliser n'importe quelle valeur du token ou si on est limité. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vérifier. Ok. Je crois qu'il y a une question là au milieu. oui. Après. Bonjour, merci pour le talk. Moi, j'avais une petite question sur la partie un petit peu on-premise que tu as présentée tout à l'heure, où tu disais que donc, du coup, il y avait un administrateur donc, qui devait générer un CA côté Vault et du coup déposer la clé sur le serveur. Et ensuite, du coup, bon, ça permettait d'avoir l'authentification. Comment est-ce que ça se passe pour pouvoir renouveler de manière un petit peu automatisée ce CA? Parce que je suppose qu'il doit avoir une expiration. Et du coup, comment on peut le mettre à jour sur les différentes instances? Ouais. En fait, une fois que tu as fait donc ton premier déploiement de CA, tu vas utiliser ta méthode d'authentification actuelle pour te connecter au serveur. Et là, tu peux utiliser du Ansible, en fait, tout simplement pour déployer le fichier partout, du scripting. Et une fois que si tu as bien configuré ton Vault, on peut très bien imaginer avoir un job, alors lui qui sera peut-être un peu plus sécurisé dans GitLab, il n'y a que quelques personnes qui auront accès, et qui va te permettre via Ansible de redéployer cette clé en fait un petit peu partout. Après, effectivement, c'est un truc qu'il faut bien tester parce qu'il ne faut pas venir se couper les accès existants au serveur. Mais ça va être avec de l'automatisation classique. Par contre, c'est vrai que l'avantage qu'on a dans le cloud, c'est que je parlais de l'API AWS STS, c'est qu'on a le cloud provider qui est fournisseur d'identité et qu'on va toujours pouvoir truster, en lequel on a confiance. En on-prem, c'est un petit peu la difficulté, c'est que du coup, là, il va falloir tes machines, tu vas vouloir garder comme un accès d'urgence. En général, on va toujours garder comme un accès aussi à côté, par contre, qu'on va vraiment sécuriser. Il n'y a que quelques personnes dans l'entreprise qui auront accès, mais pour accéder à ces machines. Parce qu'on n'a pas, là, si on a un problème, on n'appelle pas le support AWS, quoi. On est un petit peu tout seul face à ces machines. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté supplémentaire par rapport à ça. Déjà, merci. Et tout à l'heure, tu as parlé d'intégration HSM. Oui. Je sais que ce n'est pas le concept du talk, mais ça va jusqu'où? C'est-à-dire, on utilise le HSM pour faire les signatures, si on prend le cas, par exemple, de la partie SSH, ou c'est juste pour le stockage d'un secret et puis basta? Alors, le HSM, il s'utilise dans deux cas. Tu as le cas de l'unseal, qui est un truc dont je n'ai pas du tout parlé. C'est que Vault, avant de pouvoir accéder aux données qui sont chiffrées, il va falloir l'unseal. Et pour ça, il y a différentes méthodes. Il y a une méthode de base où on va générer des clés. Il va falloir, par exemple, on va générer 5 clés. Il va falloir 5 opérateurs ou 3 opérateurs, en fait, on le configure, qui vont chacun rentrer leur token, leur clé pour unseal le Vault. Et ensuite, il aura accès à ces données. Et ça, c'est un petit peu lourd. Donc, on peut utiliser dans la version entreprise un boîtier HSM qui va servir, en fait, c'est lui qui va porter la clé de chiffrement. Et Vault va s'y connecter lors du démarrage pour récupérer sa clé d'unseal. Donc sur les cloud providers, on peut se connecter aux services HSM, KMS, etc. Ça, par contre, c'est dispo dans la version open source. Et c'est super pour faire de la haute dispo, parce que si ton Vault il tombe, s'il redémarre, il n'y a pas besoin d'avoir une action manuelle pour le unseal. C'est le boîtier KMS qui va faire le job, ou le service KMS du cloud provider. Et après, il y a d'autres fonctionnalités. Alors là, c'est assez précis, j'avoue que je n'ai pas beaucoup tout touché. C'est que Vault peut faire l'interface, en fait, pour le protocole... c'est PKCS 11, et en fait l'avantage de Vault c'est qu'il va fournir une API avec toutes les modes d'authentification qu'on a vus et qui vont permettre en fait de parler avec ce protocole-là au boîtier HSM, mais du coup de façon un petit peu plus moderne. Il nous reste 1 minute s'il reste des questions. On dirait qu'on a fait le tour. Bien, dans ces cas-là, s'il n'y a plus de questions, je vais te remercier, Vincent.